Alors bonjour, ça fonctionne. Donc ce matin, je vais vous parler on va parler de différents sujets. Je vais vous présenter rapidement GE qui a changé beaucoup au cours des dernières années. On a fait les manchettes parfois pas trop joyeuses du point de vue économique, mais GE se porte beaucoup mieux aujourd'hui. On va parler un peu de GE. On va parler des produits, des nouveaux jouets pour les éoliennes offshore. Vous allez voir qu'on a développé quelque chose d'assez intéressant. Et un peu, on va parler du marché offshore mondial et aussi qui se développe sur la côte est américaine. Vous allez voir, c'est assez impressionnant ce qui se développe. Ce matin, M. Langlois en avait parlé de la délégation du Québec et je poursuis dans la même veine pour vous parler du marché sur la côte est américaine en vous donnant un peu plus de détails. Alors ça devrait avancer. Non. Gros bouton vert. Cela fonctionne? Oui, OK, ça fonctionne. Alors, un bref tableau de GE, donc les trois grandes divisions aviation, donc moteur d'avion, on est le plus grand motoriste au monde pour l'aviation civile et un peu militaire. On a une division Power qui fait des grandes turbines à gaz, turbines à vapeur, réacteurs nucléaires. Renewable Energy, la division pour laquelle je travaille. Et on a des divisions qui ont été partiellement vendues où on a des participations de d'autres entreprises comme Transportation qui appartient maintenant à Wabtec. On a Healthcare où on a vendu la division Life Sciences. Baker Hughes qui est dans le Oil and Gas dans laquelle GE a réduit sa participation. Mais GE a quand même un assez gros footprint, mais vous voyez qu'on a pu, par exemple, on avait NBC Universal, on a eu Plastics, on a eu GE Capital, qui ont été vendus au cours des dernières années. La récession de 2008 a eu quelque chose à voir avec ça. Donc, Renewable Energy, notre division d'à près 15 milliards, 40 000 employés. Donc, moi, je travaille essentiellement pour Onshore Wind, comme Luc l'a mentionné. Assez grosse division, à peu près la moitié de Renewable Energy. L'autre gros joueur, c'est Grid Solutions. Grid Solutions, en bon français, c'est tout ce qui est transfo, distribution, tout ce qui est transport et distribution d'électricité, qui est anciennement Alstom Grid. LM Wind Power, qui a été acquis par GE, qui est le plus grand fabricant de pales dans le monde et pour lesquels LM qui fabrique des pales pour la plupart, sinon la totalité là, des fabricants d'éoliennes dans le monde. Donc, la division Offshore Wind, dont je vais parler plus en détail. La division Hydro, avec laquelle je travaille aussi, qui a une usine à Tracy, nos bureaux nord-américains à Brossard. Oh, je vais perdre l'image. Donc, Hydro, qui a un footprint là, mondial, qui est présent en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Et il y a aussi Renewable Hybrids, qui est une plus petite division qui s'occupe beaucoup de Power Island, par exemple, quelqu'un qui veut faire un projet éolien solaire, batterie, donc c'est le genre de projet que la division hybride, qui est toute petite, là, mais qui est appelée à croître assez rapidement. C'est ce qu'ils font. Alors... OK. Rapidement, là, ça c'est LM, la division LM, qu'on appelle toujours LM. Habituellement, quand on acquiert une compagnie, on l'appelle GE, mais eux, on les appelle encore LM. Pourquoi? Justement parce qu'on travaille encore avec d'autres turbiniers. Et les turbiniers qui font de la R&D avec LM, eh bien, il y a un mur à l'intérieur de LM. Donc, LM travaille avec GE. Et quand ils font de la R&D avec un autre turbinier, ça reste la propriété intellectuelle est vraiment séparée clairement. Évidemment, vous savez sûrement, on a une grande usine à Gaspé qui emploie près de 500 personnes et qui exporte beaucoup de pales pour les éoliennes qui sont rénovées dans le sud des États-Unis avec le programme du Production Tax Credit américain. Il y a énormément de turbines. On en fait 1500 par année où on enlève le rotor, la nacelle, on met une nouvelle nacelle, un plus grand rotor et les projets, les contrats de vente d'électricité sont allongés de 20 ans. Donc, c'est un mécanisme américain qui va très bien, le Production Tax Credit. Donc, ça, c'est le footprint de LM qui sont vraiment partout dans le monde.
Donc, offshore wind, ça c'est une image de notre premier projet, en fait du premier projet offshore en Amérique du Nord, qui est au large de Block Island, au Rhode Island. Donc, c'est une île où, évidemment, l'électricité était faite essentiellement avec des génératrices diesel qui coûtent les yeux de la tête. En faisant ce parc éolien-là offshore, qui est relativement petit, donc il n'y a pas une économique optimale. Chaque résident de l'île réduit sa facture d'électricité de 30 $ par mois. C'est quand même pas insignifiant quand on parle de 600 $ par année pour avoir des éoliennes qui sont à plusieurs milles des côtes. Alors, encore une fois, le footprint de GE Wind. Donc, ça commence aux États-Unis avec des bureaux seulement, un bureau qui s'occupe de l'entretien du parc éolien de Block Island. La Chine qui se développe, vous allez le voir, là, ça se développe exponentiellement. Ça me fait penser le marché offshore au marché onshore il y a une douzaine d'années, 12-15 ans, là, où ça explosait. On est rendu là avec l'offshore et on va voir pourquoi. Bon, du point de vue Europe, évidemment, c'est là que tout a commencé. Donc, c'est là que sont les centres nerveux. Donc, avec l'usine de Saint-Nazaire pour les nacelles éoliennes, l'usine de Pal. Et on a une usine, pas une usine, en fait, une installation d'une 12 MW que je vais vous présenter bientôt, le nouveau jouet dont je vous parlais dans la technologie offshore. Ça, c'est l'usine de Saint-Nazaire. Voilà, donc ouverte en 2014, donc qui commence à fabriquer les éoliennes, qui finit la fabrication des turbines de 6 MW et qui maintenant va se lancer dans les turbines de 12 MW. Pour la petite histoire, et Jean-François Samry m'en parlait, il était fier de me montrer que, en fait, il était allé en Scandinavie puis il m'avait montré une éolienne de Scanwind que GE avait acheté en 2012 à peu près, mais GE n'avait pas croyait pas au marché offshore à ce moment-là. Et l'histoire veut que GE a acquis Alstom en 2015. Et suite à cette acquisition-là, on s'est retrouvé projeté dans l'offshore avec une équipe beaucoup plus solide que Scanwind, qui était relativement petit là, plus tôt dans l'histoire de GE. Donc, on a acheté l'histoire de Alstom, sur lequel on met le logo GE. Et on a eu des contrats avec Alstom comme Mercure, 400 MW. On a acquis LM. Donc, ça fait quand même boule de neige. Hein? Quand on acquiert Alstom et on acquiert LM, on acquiert la technologie des éoliennes et on fabrique nos pales. Donc, c'est quand même une combinaison gagnante. Les projets qu'on a faits, on n'est vraiment pas le plus grand fabricant offshore pour l'instant, mais on entend changer cette histoire-là avec notre nouvelle turbine de 12 MW. Donc, on a quelques projets installés, un aux États-Unis, un en Chine et quelques-uns plus ou moins grands, Saint-Nazaire et Mercure, qui sont nos deux gros projets en Europe. Alors, voici le jouet en question. Donc, ça, c'est la turbine Aliad X 12 MW. Qui est installée dans la première unité qui a été installée l'année passée à Rotterdam, au port, parce que c'est plus facile, évidemment, d'intervenir sur une éolienne dont c'est le numéro de série numéro 1. Et il y a sûrement beaucoup d'interventions à faire techniques sur l'éolienne pour bien la comprendre, parce que la production en série commence en 2020. Alors, si vous êtes curieux, la nacelle pèse 600 tonnes et la nacelle avec le moyeu et les pales, c'est 825 tonnes au total. Ça prend 2 grues immenses pour lever ce monstre en haut de la tour. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez considérable et ça a drainé énormément de capitaux. C'est un gros investissement chez GE, mais on voit que le marché est là pour il y a un potentiel de vente assez important. On va voir ça après. Donc, pour épater la galerie, encore 12 MW, donc le rotor a 220 mètres de diamètre, la superficie balayée par les pales, 38 000 m², ça fait rêver quand même. Donc, une éolienne produit de l'énergie pour 16 000 maisons européennes en moyenne. Donc, ça, c'est la puissance et l'énergie qui sont développés par cette turbine-là. Évidemment, les gens de marketing chez GE sont toujours dans le sensationnel. Ils ont pensé que mettre un avion à côté d'une pale, ça ferait rêver les gens. Mais c'est effectivement impressionnant. Moi, je pense toujours à un terrain de football, là, puis tu mets la pale, puis ça fait le terrain de football canadien. Donc, c'est quand même impressionnant. Et une pale de 107 mètres de longueur qui pèse 60 tonnes.
J'espère de tout cœur qu'elle va être bien conçue puis qu'elle va résister parce que changer ces mastodontes-là en mer, on peut s'imaginer que c'est très cher. Il y a des problèmes de design. Alors, on travaille fort à faire une turbine qui est très fiable. Rapidement, c'est ça c'est le facteur d'utilisation. Donc, la Haliadic, c'est un facteur d'utilisation là, qui est près de 64% et en puissance 12 MW. Donc, c'est le plus gros mastodonte offshore en ce moment dans le monde. Et évidemment, elle commence sa carrière puisqu'on a seulement une unité installée. Par rapport à notre ancienne unité, c'est quand même assez intéressant de voir que par rapport à la 6 MW, le balance of plant cost, donc les coûts pour l'installer essentiellement, sont de 230 000 $ par mégawatt de moins, donc fois 12 parce que 12 MW. L'installation des fermes éoliennes pour 100 MW, c'est plus rapide parce qu'il y a moins d'unités à installer. Et les coûts d'opération sont de 5 $ de moins par le mégawattheure. Ça, c'est quand même énorme comme bond en avant là, pour réduire les coûts d'électricité. Donc, c'est la raison qui pousse l'industrie à faire des turbines toujours plus grandes. Encore quelques détails par rapport aux vitesses de vent, l'énergie qui est produite. Je n'irai pas en détail, sauf pour vous dire qu'évidemment, c'est une turbine qui est direct drive, il n'y a pas de boîte d'engrenage, donc c'est un rotor qui est branché directement à un alternateur, un peu comme une turbine hydroélectrique, avec, par exemple, l'alternateur est à aimant permanent. Ça, c'est assez particulier aux éoliennes. Et tout le système électrique est situé en haut dans la nacelle. Voilà. Alors là, on va parler du marché. C'est quand même assez impressionnant. J'ai quelques slides que j'ai pris là, à gauche, à droite, parce qu'à l'interne, on avait des choses qu'on voulait garder à l'interne. Donc, j'ai pris des informations qui étaient disponibles au public. Donc, ça, c'est un graphique qui vient de International Electric Association, IEA. 1991, il n'y a presque rien installé. Au Danemark, quelques éoliennes, des hippies sûrement, qui trouvaient ça le fun de mettre des éoliennes, puis ils étaient pour l'énergie verte, c'était fantastique. Ils ont commencé quelque chose de gros. 2018, on n'est pas à 20 gigawatts. Et 2030, on va se retrouver à peut-être près de 80 gigawatts. Quand je parle d'un marché qui est en augmentation exponentielle, c'est de ça qu'on parle. Donc, en 2030, il va y en avoir encore énormément une immense quantité d'éoliennes installées en Europe, mais vous allez voir que la croissance se fait aussi ailleurs. Ça, c'est un autre graphique de IEA qui montre 2040. On continue dans le temps. Donc, en Europe, encore le championnat des gigawatts installés, mais la Chine, qui part d'absolument rien aujourd'hui ou presque, part de presque zéro à 100 gigawatts d'installés. Les États-Unis, qui sont à 30 mégawatts, vont se retrouver à 30 gigawatts. Donc, ça fait un facteur de 1000. Pour vous dire, là, en l'espace de 20 ans, c'est quand même pas rien comme augmentation de puissance installée. La Corée, l'Inde, le Japon, Taïwan, il y a d'autres pays aussi qui emboîtent le pas. Ça ici, c'est un graphique tiré de IRENA qui va jusqu'à 2050. Et qui montre encore que, regardez, 2018, 0 à 164 gigawatts. C'est 164 gigawatts. C'est quand même, au Québec, on a 4 gigawatts. Ils vont passer de 0 à 164. En Asie, 613 gigawatts. Donc, c'est un marché qui est naissant, qui a besoin d'énormément d'investissement de la part des turbiniers. Mais l'argent est là. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par l'offshore. Et on va comprendre pourquoi quand on va regarder l'économique. Mais là, rapidement, si on va un peu plus profondément aux États-Unis, donc comme M. Langlois encore l'a mentionné ce matin, où est-ce que ça se passe? Ça se passe au niveau des États. Mais les Américains, on les aime, puis on les aime moins, dépendamment de ce qu'ils font. Ils sont capables de faire quelque chose d'extraordinaire, comme j'ai parlé du PTC sur le onshore wind. Là, ils développent le offshore, et croyez-moi, ça se développe en ce moment, et ça se développe joliment. Et tout ça, c'est évidemment ceux qui vont finalement aider à l'installation au développement de l'industrie, ce sont les États qui se mettent des RPS, Renewable Portfolio Standards. Alors, par exemple, comme c'était mentionné ce matin, New York seulement veut 9000 mégawatts offshore installés en 2035, New Jersey 7500 mégawatts installés en 2035. Ça, c'est seulement pour 2 États. Donc, ça vous montre quand même que
de 0 à 30 gigawatts, c'est dans les 15 prochaines années que ça se passe. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités. Et ici, ça, c'est un découpage journal, là. C'est ça qui explique finalement l'offshore. Parce que, justement, GE ne le voyait pas en 2012. L'offshore, ça coûtait 20 sous, 18 sous le kilowattheure. C'était pas intéressant. Maintenant, on est rendu avec des 6 sous le kilowattheure. 6 sous le kilowattheure, ça parle parce que c'est pas mal moins cher que ce que les Américains sur la côte Est paient sur leur facture d'électricité. Donc, ça devient joliment intéressant. Et ça, ça vous montre aussi avec quelques découpeurs de journaux là, les projets qui sont pour lesquels les entreprises ou les projets qui sont mentionnés là ont vraiment sécurisé les aires de développement éolien. Et certains projets ont déjà été alloués. Mayflower, ça a été approuvé. Equinor, Vineyard, Deepwater Wind, non, peut-être pas Deepwater. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait un autre, j'oublie le nom. Mais il y a 6 gigawatts déjà qui ont été identifiés, qui ont gagné des appels d'offres qui sont en processus d'approbation. Donc, c'est quand même pas rien, compte tenu qu'il y a 30 mégawatts d'installés sur la côte Est américaine. On parle d'un marché de quand même 70 milliards de dollars d'investissement on the way. C'est vraiment des sommes colossales. La Caisse de dépôt va être là-dedans. Les grands fonds souverains vont être là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs intéressés à ce marché-là. Je vous quitte en vous parlant des prix d'électricité. Évidemment, on parle du projet offshore le moins cher alloué en ce moment. On parle de 64 mégawattheure. C'était il n'y a pas longtemps l'éolien onshore. Puis, comme dans le slide avant montrait que ça avait descendu de 74% les prix, il y a quelques années, ce prix-là, il était au-dessus de 100 $ le mégawattheure. Mais à 64 $ le mégawattheure, ça a du sens économiquement. Et c'est pour ça que les États disent, bien là, si j'en achète, je n'aurai pas de l'opposition parce que les factures d'électricité de mes citoyens n'augmenteront pas, ils vont probablement diminuer. Le onshore, on l'a vu au Canada, on arrive dans les 3 à 4 sous le kilowattheure. Est-ce que c'est... Bon, on peut sûrement que 4 sous le kilowattheure, on peut s'entendre sur le prix moyen à peu près. Donc, c'est quand même, on se rapproche l'offshore du onshore. Puis le battery storage, pour vous donner un indice, là, c'est à peu près 186 $ le mégawattheure. Battery storage, c'est très cher. Ça a de l'allure à petite échelle, mais c'est encore très, très cher. On voit la courbe là, de la descente du coût de l'éolien offshore. Ça vous explique... Ce graphique-là explique vraiment la raison pour laquelle ce marché-là est en explosion et comment le Québec va pouvoir tirer son épingle du jeu dans ce marché-là. Mais c'est ça dont on va parler un peu tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais continuer dans la même lignée qu'André. On va parler d'offshore, mais plus au point de vue d'un développeur. Donc, je vais parler de nos activités, puis faire une historique aussi un peu plus spécifique, mais sur les États de l'Est des États-Unis, du Nord-Est, pardon, des États-Unis. Et avant de faire tout ça, je vais vous faire un petit profil corporatif de la compagnie. Donc, EDF Renouvelable, notre équipe fait partie du groupe EDF, donc un des plus gros distributeurs d'électricité dans le monde. On est dans une vingtaine de pays, mais EDF Renouvelable, plus spécifiquement en Amérique du Nord, on est divisé on a 3 structures, on est structuré en 3 divisions séparées. Donc, les grands projets Grid Scale Power, dont je fais partie, donc c'est tous les projets de 30 MW et plus. Les solutions décentralisées, donc tout ce qui est 30 MW et moins, et l'équipe de gestion d'actifs. Dans les 35 dernières années, en Amérique du Nord, donc Canada, Mexique, États-Unis, on a développé plus de 16 gigawatts. La plupart de ces projets-là pour nous, mais aussi pour d'autres clients. On a 11 gigawatts de contrats sous des contrats d'opération et maintenance. Et on a à peu près 6,7 mégawatts sous la gestion d'actifs. Plus de 1100 employés en Amérique du Nord aussi. On a eu une très bonne année en 2019, 973 mégawatts de projets construits, mis en opération. Donc, on est très fiers de ça. Ça, c'est entre les 2 équipes, donc grands projets et solutions décentralisées. Vous avez un breakdown ici là, des mégawatts. On fait partie de ces mégawatts-là. On vient de mettre en ligne 60 mégawatts d'un projet éolien en Ontario, donc Romney, un des derniers projets qui a survécu le gouvernement de Ford.
Comme je disais, on est très fiers du 973 MW. Donc ici, vous avez un portrait positif là, des projets au niveau de l'impact CO2 puis les voitures là, qui seraient enlevées de la route là, par rapport pour les mégawatts équivalents. On a 26 MW de pipeline en Amérique du Nord, donc ça, c'est tout ce qui est offshore, donc éolien en mer, onshore, l'éolien sur terre, solaire, stockage. On a travers tous les pays, puis tout ça, ce pipeline-là, c'est pour répondre aux besoins des utilities ou les utilités. Je connais pas le terme exactement. Service public. Service public, bon, parfait, merci. Le service public et aussi pour nos clients commerciaux et industriels, donc les Google, Microsoft, P&G, Walmart. On a plus de 1500 MW, là, on s'approche de 2000 MW de contrats faits avec les clients corporatifs. Donc, c'est un marché très, très important pour nous, puis un marché qui continue à grandir de façon importante aux États-Unis. Puis on le voit en Alberta aussi, c'est un marché aussi qui commence à prendre beaucoup d'importance. Donc, au niveau offshore, on a embarqué dans la course dans le nord-est, parce qu'on était actif dans le reste du monde, pardon. Mais aux États-Unis, on a commencé en 2018. Et en 2019, on a continué à concrétiser nos activités. Donc, au niveau offshore, on est en partenariat avec Shell, donc une compagnie très bien connue. Shell a beaucoup d'expérience offshore, 4,9 MW. EDF aussi, on a 4,8 GW d'expérience, donc à travers la France, Belgique, l'Allemagne, les États-Unis. Et ce partenariat-là s'appelle Atlantic Shores. Oui, il s'appelle Atlantic Shore. Là, ici, vous avez une carte des projets qui représentent notre expérience, tant au niveau de Shell qu'EDF à travers le monde, les projets sous contrat ou en opération. Et Atlantic Shores a été créé vraiment pour répondre aux besoins de New York et la Nouvelle-Angleterre. On a 180 000 acres qu'on a achetés en 2018. C'est un projet Atlantic Shores qui pourrait faire jusqu'à 2500 MW. On est à 12 et 32 km là, des côtes du New Jersey. Donc, vraiment pour répondre aux besoins, comme André a dit, de New York, qui a un objectif de 9000 MW de offshore. New Jersey a un objectif de 5500 MW pour le offshore. Donc, comment on fait ça? Évidemment, ça commence avec l'environnement. Beaucoup d'études dont on a commencé vraiment en 2019, en train d'étudier le vent et ramasser les données. Là, excusez-moi, je suis en train de traduire ça, parce que comme vous voyez, je fais ces présentations-là en anglais d'habitude, fait que je suis en train de traduire live, là, un peu comme monsieur là-bas. Donc, beaucoup d'études au niveau de l'environnement. Évidemment aussi les parties prenantes, c'est très important, c'est une nouvelle technologie. Dans le nord-est des États-Unis, je vous dirais, il y a beaucoup d'opposition, autant onshore qu'offshore. Donc, le travail avec les parties prenantes, que ce soit au niveau local, au niveau de l'État ou au niveau fédéral, c'est très important. Donc, on essaie vraiment de s'asseoir avec tout le monde puis développer un plan là, que tout le monde va être capable de sortir gagnant-gagnant. Et tout ça, évidemment, se fait dans l'optique d'avoir un impact économique important pour les États et pour les communautés locales où les projets vont être faits. Donc, pourquoi le offshore? Je vous dirais New York, New Jersey et les États de l'Est des États-Unis, du Nord-Est des États-Unis, ont tous des RPS, donc comme André disait, Renewable Portfolio Standard, importants. C'est des RPS qui sont ou nouveaux ou qui ont récemment, je dirais dans les 18 derniers mois, qui ont été révisés à la hausse. Donc, si on commence par New York, qui est souvent dans les nouvelles, New York, en 2019, a passé leur RPS en loi avec un ordre exécutif. Cette loi-là s'appelle le CLCPA, Climate Leadership and Community Protection Act. Donc, avec des objectifs assez importants, d'ici 2030, ils veulent que 70% de leur énergie vienne du renouvelable et 100% d'ici 2040. À l'intérieur du CLCPA, des objectifs très spécifiques. Donc, on commence avec le offshore, ils veulent 9000 MW d'ici 2035, 6000 MW de distribution solaire d'ici 2025 et 3000 MW de stockage d'ici 2030. Donc, l'idée, évidemment, à New York, et pour la plupart de ces États-là aussi, c'est de créer une industrie assez importante à travers ces États-là, de créer des emplois, avoir des impacts économiques importants, puis créer des emplois aussi qui payent très bien. Nouvelle-Angleterre aussi, des RPS, je ne vais pas les passer en détail, mais comme vous les voyez, entre 25 et
30% d'ici 2035, et la plupart de ces États-là veulent aussi aller à 100% d'ici 2040 ou 2050. Là, évidemment, tout le monde s'y prend un peu de façon différente. New York et New Jersey ont des objectifs très spécifiques. Les autres, on joue un peu avec les chiffres, dépendant de comment ils voient les sources d'énergie. Donc, pour moi, ce qui est important aussi, c'est que si on parle d'offshore, il faut parler d'onshore, parce que ça fait partie de la solution. Si on commence par New York, malgré les objectifs que je vous ai montrés, New York a un objectif onshore aussi très important. Il y a déjà eu 3 appels d'offres, 2017, 2018, 2019. À chaque année, ces appels d'offres-là avaient un objectif de 400 mégawatts, et à chaque année, ils ont attribué 3 fois plus que l'objectif. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de développeurs, puis New York a réussi à créer ce qu'il voulait faire, donc tout le monde, c'est un peu le gold rush vers New York. Tout le monde se dirige vers cet état-là pour créer des projets, trouver des projets, les soumissionner, essayer de les gagner. J'ai indiqué aussi le prix moyen de ces appels d'offres-là. Ce qui est important à New York, c'est que les appels d'offres à travers NYSERDA, c'est des contrats juste pour les REC, donc les Renewable Energy Credits. L'énergie est vendue sur le merchant market, mais c'est un système qu'on ne voit pas vraiment au Canada, mais qui quand même a généré une activité économique assez importante. Ensuite, la Nouvelle-Angleterre, 4 appels d'offres depuis 2016, pardon. Donc, Tri-State, RFP qui était en 2016, 33 soumissions de reçus, 11 contrats d'attribués. 10 de ces contrats-là, c'était du solaire à un prix moyen de 88 et 95. Ensuite, il y a eu l'appel d'offres de 2017 du Massachusetts 83D, dont Hydro-Québec était gagnant. Ensuite, au Connecticut, je vous dirais après le Massachusetts, c'était un des appels d'offres les plus importants au niveau de la quantité qu'ils recherchaient. Le but principal de cet appel d'offres-là, c'était de renouveler leur centrale nucléaire, ce qui a été fait à 3,3 sous, mais ils ont reçu 101 soumissions. Donc, beaucoup d'activités. La barre d'entrée était très basse quand même. Il n'y avait pas, je pense que c'était juste 25 ou 50 000 pour soumissionner. Mais ils ont reçu 101 soumissions, attribué 11 contrats, 9 solaires, 1 offshore et du nucléaire. Et ensuite, il y avait Rhode Island qui a reçu 26 soumissions. Ils ont seulement attribué un contrat. Eux, leur appel d'offres était pour 400 mégawatts. Et ce matin, je pense, il y a peut-être 1 heure ou 2, ils ont finalement annoncé après 1 an de négociation que c'était le contrat qu'ils ont attribué était juste pour 50 mégawatts. Je pense à un prix moyen de 54, si je me rappelle, qu'est-ce que j'ai lu ce matin. Donc, j'ai indiqué les prix pour vous voyez la baisse importante quand même de 2016 à 2018 du prix là, du solaire de 88 à 56. L'éolien onshore ou l'éolien sur terre, c'est aussi une baisse très importante. Donc, encore sur la côte est, nord-est des États-Unis, je vais faire un résumé des activités par rapport au offshore. Donc, beaucoup d'activités. Je pense que le but de chacun de ces États-là, c'est chaque État veut créer sa propre chaîne d'approvisionnement, créer sa propre industrie. Ça va être un peu difficile. On l'a vu en Europe, c'était un peu la même chose. Chaque pays voulait créer leur propre chaîne d'approvisionnement. Puis finalement, il y a eu une approche régionale qui s'est faite. Mais on n'est pas encore rendu là aux États-Unis. Chaque État veut créer sa propre industrie. Donc, je ne vais pas les passer en détail. Je vous ai mis beaucoup de détails là. Je ne sais pas si les présentations sont partagées, mais si ça vous tente, vous pourrez les lire. Je vais me concentrer sur ceux qui ont le plus d'activité. Donc, Rhode Island, en 2018, 400 mégawatts qui a été attribué à 74 $ du mégawattheure. New Jersey, ce qui est intéressant au New Jersey, c'est qu'à l'intérieur d'un an, leur objectif offshore est passé de 1100 mégawatts à 3500 mégawatts à 7500 mégawatts, et tout ça par ordre exécutif, un après l'autre. Là. Donc, beaucoup d'activités. Et eux, en 2019, ils ont attribué leur premier contrat, un massive contract, là, si vous me permettez l'anglicisme, 1100 mégawatts avec Ørsted. Ensuite, si on continue avec New York, comme j'ai dit, 9000 mégawatts d'objectifs offshore, mais au début, cet objectif-là était de 2400, qui était quand même assez important, qui allait générer beaucoup d'activités, et le gouverneur l'a multiplié d'un gros facteur. Donc maintenant, 9000 mégawatts d'ici 2035. Il y a aussi Long Island, où il y a de l'activité. Ils avaient 90 mégawatts qui avaient été attribués en 2017. Ensuite, ils ont ajouté un autre 40 mégawatts à ça. Mais si on retourne vers New York, ils ont fait leur premier appel d'offres de offshore l'année dernière.
dernière, attribué deux contrats de 800 MW, donc 2 très gros contrats, et c'est des contrats de 25 ans, donc très stables, des beaux contrats pour les gens qui ont réussi à les gagner. On a perdu malheureusement, mais on va s'y reprendre. Cette année, à New York, ils vont lancer un autre appel d'offres. Ils viennent de recevoir la permission du DPS, je pense que c'est la semaine dernière, pour un minimum de 1000 MW, mais nous autres, dans nos réunions, d'après ce qu'on comprend, là, je pense qu'ils vont viser à peu près 2000 MW là, de contrats. Connecticut aussi, beaucoup d'activités. Comme je dis dans leur appel d'offres, ils ont attribué un premier contrat de 200 MW à Revolution Wind. Ça a été approuvé par le PUC. Ensuite, ils sont retournés à Revolution Wind. Ils ont donné un autre 100 MW. Eux aussi, ensuite, ils ont mis un objectif spécifique de 2000 MW d'offshore d'ici 2030. Donc, ça va générer beaucoup d'activités. Ensuite, ils ont lancé leur premier appel d'offres d'offshore. Ils ont attribué un contrat de 804 MW. Donc, encore des projets très, très gros. Puis finalement, le Massachusetts aussi, 3200 MW d'ici 2035. Donc, très gros objectif. Leur premier appel d'offres en 2018, ils ont attribué 800 MW à Vineyard Wind, à un prix moyen de 65 MWh. Puis ensuite, ils ont fait un deuxième appel d'offres l'année dernière, un autre contrat de 800 MW à Mayflower Wind. Donc, encore des gros projets, comme vous voyez, là, c'est le plus petit, c'est 400 MW, mais je pense que maintenant, ça s'aligne vers des 800 MW et plus. Nous autres aussi, notre projet, c'est un projet qui peut aller jusqu'à 2500 MW. Ce qui est intéressant aussi avec tous ces projets-là qui ont gagné, quand ils ont gagné le 800 MW, c'est toutes des compagnies qui ont des milliers et des milliers et des milliers d'arcs. Donc, ces 800 MW-là, c'est la première phase. Là. Donc, c'est du monde qui vont être capables de soumissionner phase 2, phase 3, phase 4, et toujours à des coûts de 800, 1000 MW, etc. Dernier point intéressant au Massachusetts, pour ceux qui ont suivi là, en décembre 2018, ils ont lancé un genre de auction ou vente aux enchères, où ils vendaient 3 bails pour faire du offshore. Puis pour ceux qui pouvaient suivre ça de façon live sur Internet, c'est assez intéressant. Il y a eu 32 rounds de bidding. Ça a fini à 405 millions que le Massachusetts a pu récupérer dans leur coffre là, pour les compagnies qui ont acheté ces 3 bails-là pour faire du offshore. Donc, vous pouvez imaginer les gens qui ont dépensé ce genre de cash-là veulent avoir un retour d'investissement assez important. Donc, ils vont soumissionner, puis ils vont soumissionner de façon agressive là, pour essayer de récupérer ce qu'ils ont investi. Là, ici, je voulais présenter un visuel pour le Connecticut, Rhode Island et Massachusetts. Vous voyez, pour d'ici 2035, là, toute la demande offshore, donc vraiment une grosse opportunité. Puis ça, c'est en dehors de New York. Donc, vous voyez, c'est quand même une très grosse opportunité. Puis, qu'est-ce qui est important ici, pour revenir encore vraiment se concentrer sur le nord-est des États-Unis, d'ici les 30 prochaines années, on parle de 20 gigawatts d'offshore dans le nord-est des États-Unis. Puis ensuite, il y a EWIA et différentes associations qui, eux, ils ont une projection qui va avoir 22 000 mégawatts aux États-Unis d'offshore d'ici 2030. Ça va passer à 86 000 mégawatts d'ici 2050. Donc, vraiment, c'est incroyable au niveau des opportunités, des investissements faramineux. Et qu'est-ce qui est important ici aussi, pourquoi les États-Unis, puis la côte est des États-Unis surtout, se concentrent sur l'offshore, c'est les emplois, les emplois, les emplois, les emplois. Donc, ils veulent de l'impact économique. Pourquoi le offshore? Si on recule un peu, puis on va regarder au niveau solaire, au niveau renouvelable, pardon, le solaire est la source la plus importante d'emplois là, aux États-Unis quand on pense à l'énergie. Donc, on pense nucléaire, hydro, peu importe, oil, solaire, plus de 242 000 emplois là, qui sont aux États-Unis. Ensuite, vous avez l'éolien qui est deuxième, à 114 000 emplois. Donc, les projections qui ont été faites dans ces États-là, c'est de dire, OK, mais si l'éolien et le solaire créent autant d'emplois, on va essayer de créer une autre industrie qui est l'offshore. Les projections sont 46 000 emplois qui vont être créés pour le offshore. Donc, et puis, ça, on parle évidemment d'emplois qui payent très, très bien, donc qui vont générer et motiver l'économie. Et aussi les impacts économiques. Donc, on regarde Revolution Wind, puisque dans la Nouvelle-Angleterre, les gens qui gagnent des contrats, éventuellement, tous ces contrats-là deviennent publics. Eux, dans leur soumission, ils avaient promis quelque chose comme 10 millions d'investissements dans 2 ports du Connecticut. Ensuite, 2,5 milliards en éducation. Un autre 1 million à peu près en initiative économique locale. Donc, c'est le genre d'impact. Mais évidemment, on parle de projets dans
les milliards. C'est pas dans les millions, là, c'est dans les milliards. Donc, dans leur soumission, pour gagner, c'est des choses comme ça qu'il faut promettre aussi. Et ça va encore générer l'économie et garder le nord, le nord-est des États-Unis très actif. Là. Les joueurs du offshore, ici, je vous ai montré un tableau de qui a quoi au niveau des bails offshore. Mais les gros joueurs, c'est principalement Ørsted. Ørsted est chef de file dans l'industrie. Ils ont déjà gagné plusieurs contrats. Je n'ai pas parlé des compagnies, mais les projets dont j'ai parlé offshore, 2-3 de ces contrats-là, donc sont déjà dans plusieurs milliards d'investis. Puis en dehors de Ørsted, vous avez des très, très gros joueurs. Donc Shell, qui est avec nous, avec Atlantic Shore, mais ils sont aussi avec EDP. Je crois le nom de la compagnie s'appelle Mayflower Wind. Il y a Vineyard Wind aussi, qui est avec CIP et Avangrid, donc des très, très gros joueurs. Avangrid, le partenaire d'Hydro-Québec sur la ligne NECEC qui va être construite au Massachusetts. Donc, je finis sur ce slide-là. Donc, là, offshore versus les RPS. Comme j'ai dit, le but principal du offshore, puis surtout pour New York, la Nouvelle-Angleterre, avec leurs 9000 MW et 7500 MW, c'est vraiment de créer une industrie forte, créer une chaîne d'approvisionnement forte, un peu comme on a vu au Québec. Malheureusement, comme j'ai dit, puis ça c'est juste New York, New Jersey, mais les États comme Massachusetts et d'autres aussi qui ont des 2-3 000 MW d'objectifs comme offshore, eux aussi ils veulent emmener les gars comme André chez eux pour ouvrir des usines et créer des bons emplois. Mais comme on a vu en Europe, ces États-là vont être à ce moment-là, ils vont être obligés de s'asseoir puis d'avoir une approche un peu plus régionale, puisque c'est pas vrai que chaque État, New York, New Jersey et les 6 États de la Nouvelle-Angleterre vont chacun avoir leur propre industrie. Donc, il y a une approche régionale qui devrait être faite à un certain moment, puis ça va favoriser le développement économique aussi. Et finalement, deux choses. Je dirais le calendrier des appels d'offres. J'ai mentionné New York et New Jersey. Ça, c'est les deux qu'on connaît présentement. Chacun. Puis New York et New Jersey, c'est un peu une course nucléaire. Là. Donc, New York a annoncé qu'ils allaient faire au minimum de 1000 MW. New Jersey, je pense, la semaine d'après, ils ont annoncé la même chose. Donc, dès qu'un fait quelque chose, l'autre essaie de battre ou de faire une plus grosse annonce. Puis, je vous laisse avec le graphique en bas à droite, Distribution of Projects by Zone. Donc, c'est quelque chose à l'interne, ça, que je partage avec vous. Nous autres, on surveille qui fait quoi à New York. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans ce graphique-là, c'est peut-être un peu petit, vous le voyez pas comme il faut, mais c'est de voir toutes les activités au niveau offshore. Donc, 13 à 14 000 MW là, qui ont embarqué dans le queue, dans le système du NYSO. Donc, 13-14 000 de mégawatts offshore. L'autre chose qui est intéressante, c'est de voir le solaire qui est en orange foncé ici, à travers les zones et le stockage aussi. Donc, offshore, tout ce qui est offshore, stockage solaire, une immense croissance les 2 dernières années. Là, on parle d'investissements assez importants. Beaucoup de joueurs, autant européens que canadiens. C'est l'équipe canadienne d'EDF là, qui gère New York, la Nouvelle-Angleterre. Je sais que mes collègues de Boralex aussi, c'est l'équipe canadienne qui gère ça. Qui d'autres que j'ai vu, qu'il y a Kruger qui s'en vient aussi, ou peut-être qu'ils étaient déjà là, mais dans le queue, en tout cas du NYSO queue, j'ai vu qu'ils viennent d'embarquer. Donc, il y a beaucoup d'activités à New York, beaucoup de nouveaux développeurs, et ça me rappelle beaucoup l'Ontario, là, il y a une dizaine d'années, là, donc beaucoup de two guys in a pickup truck qui voient l'opportunité un peu à New York et qui embarquent dans l'industrie. Donc, ça fait le tour un peu pour le offshore, là, pour la côte Est.